Joy Boy, le guide des armes antiques. Uranus, véritablement utilisé par Imu pour détruire Lulusia, ce nouveau chapitre semble diriger le message de Vegapunk vers sa fin, mais les révélations n'en restent pas moins exceptionnelles. Yo les bros, j'espère que vous allez bien, car dans cette review, nous allons décortiquer ensemble tous les mystères et secrets de ce chapitre. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le portrait de la femme que contemplait Imu, ou même le véritable rôle de Joy Boy avec les armes antiques, félicitations, vous êtes au bon endroit. Alors moi je suis hype, mais c'est peut-être pas forcément votre cas. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez One Piece en ce moment. Hypé par le message de Vegapunk, trop long, trop court, je suis curieux de lire vos retours. Pour le travail qu'a représenté cette vidéo, je vous invite, si vous le désirez, à la liker pour m'aider au référencement et à vous abonner également. Votre aide est exceptionnellement précieuse, merci beaucoup à vous. J'en profite pour vous dire que ce soir, aux alentours de 20 h, je vous fais un big live ouverture de carte One Piece OP08, la nouvelle extension, puisque Jump Ichiban, le partenaire de la chaîne, m'a envoyé une box complète de 12 displays. C'est un très gros événement et c'est grâce à vous que c'est possible, alors je vous invite à visiter le site de Jump Ichiban, spécialisé dans les importations de figurines et goodies japonais officiels. Bien sûr, vous pourrez gratter 10% de réduction sur votre première commande avec le code GOJI10 et 5% en permanence avec le code GOJI5. Allez-y les yeux fermés, tout est fiable de fou furieux. Je vous remercie encore une fois, tout ça c'est grâce à vous. Cette review va commencer dès à présent, mais avant cela, j'ai un petit quelque chose à vous dire. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Depuis le début, je sais parfaitement comment Vegapunk a caché l'émetteur de son signal vidéo. Ne le dites à personne, mais dans ses documents, j'ai remarqué le logo de CyberGhost VPN. Vegapunk a simplement rejoint les plus de 38 millions d'utilisateurs sur l'un des VPN les plus recommandés de Trustpilot pour dissimuler le signal de son message. Pour plus de précision, il profite d'un réseau privé virtuel pour masquer son adresse IP et chiffrer ses données afin de se protéger des menaces pouvant récupérer des informations sensibles ou sa localisation, ce qui semble fonctionner pour l'instant. Le Gorosei est totalement au pied du mur car en utilisant CyberGhost, Vegapunk a accès à plus de 10 000 serveurs répartis dans 100 pays différents, réduisant encore les chances d'être localisé et lui permet d'étendre sa portée au monde entier. En réalité, même s'il parvient à trouver un émetteur du signal, CyberGhost peut être utilisé sur 7 appareils différents en simultané, sur toutes les interfaces et même les consoles de jeu. Bah quoi? Il peut y avoir des consoles de jeux sur Egghead, les génies aussi peuvent prendre du bon temps. Son historique de recherche prouve qu'il avait des abonnements sur des sites de streaming comme Netflix, Disney+, ou encore Hulu. Après c'est pas étonnant, grâce à CyberGhost, vous pourrez avoir accès à tout leur catalogue et donc à plusieurs animes pas accessibles en France, comme l'intégrale de One Piece, l'incroyable Maggie, tout le catalogue de Crunchyroll à l'étranger et bien plus encore. J'ai l'impression que ça vous intéresse aussi, alors écoutez, voici le plan. En utilisant mon lien en description, vous obtiendrez moins 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 45 jours pour être remboursé avec une action rapide de leur équipe disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Allez, moi je retourne fouiller les documents d'Egghead, je vous tiens au jus si j'ai des nouvelles. Merci à vous et à CyberGhost pour la sponsor. Comme d'habitude, depuis plusieurs chapitres maintenant, il commence là où le précédent s'est conclu et on voit la réaction des gens totalement dupères des récentes révélations de Vegapunk. Comment ça, une guerre de 800 ans qui continue, ça se passe où? Bon, on a la confirmation que les citoyens de One Piece ne sont en général pas des lumières, après ils n'ont pas les mêmes informations que nous, ça peut se comprendre. Par exemple, ils ne savent pas qu'ils sont en réalité dirigés par une puissance supérieure venant de cette époque lointaine, Imu, et c'est d'ailleurs elle qui va nous intéresser. Et oui, je continue de considérer Imu comme une femme par pure habitude, vous inquiétez pas, si on découvre que c'est vraiment un gars, ça changera automatiquement. Alors, Imu se trouve dans sa chambre fleurie et s'approche d'un immense portrait représentant une femme. Cette femme ressemble très étrangement à Vivi et serait, je pense, comme vous l'avez deviné, l'ancêtre de cette dernière, Nefertari Dilili, l'ancienne reine d'Alabasta ayant disparu. Alors la présence de ce portrait soulève beaucoup de questions. Pourquoi se trouve-t-elle ici et pourquoi elle ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait trouvé par Sanji dans l'épave du Saint-Brice? Pour la première question, j'ose imaginer que Marie-Joise étant le siège des fondateurs du monde, les 20 rois à l'origine du gouvernement mondial, il y est naturel d'y trouver le portrait de ses créateurs. Lily en faisait normalement partie, elle s'y trouve aussi, signifiant donc que le portrait d'Imu est censé s'y trouver, tout comme celui des ancêtres Don Quichotte et j'en passe. Et d'ailleurs, si c'est vraiment le cas, que le portrait d'Imu s'y trouve, on pourrait avoir la révélation de son vrai visage à travers sa photo, tandis que l'apparence qu'elle cache sous ce grand voile noir depuis son apparition au chapitre 906 ne serait plus qu'un monstre difforme et répugnant, comme un effet secondaire du pouvoir de jouvence du Ope-Ope-no-Mi qui lui a conféré la vie éternelle sans ralentir les ravages du temps. Maintenant, pourquoi ressemble-t-elle tant au portrait de cette femme que Sanji a découvert dans l'épave du Saint-Brice au chapitre 220? J'y réponds dès maintenant car vous m'avez beaucoup posé la question dans le courrier de Goji,
Mais pour être sincère, je pense juste que c'est une coïncidence, ou alors il y a un très gros problème avec le Saint-Brice. Je veux bien que ce mystérieux bateau tombé du ciel soit porteur de plein de choses, d'énigmes, etc. hein, mais il aurait dérivé depuis 200 ans et il venait de South Blue. Ça n'a plus rien à voir avec Lily qui était la reine d'Alabasta sur Grand Line il y a 800 ans. Alors, on est à l'abri de rien dans One Piece, je suis bien d'accord avec vous, on ne sait pas de quoi les futures révélations sont faites, mais honnêtement, je pense que ce n'est qu'une coïncidence, en tout cas c'est ma déduction, avec les peu d'éléments que nous disposons. La question autour de ce portrait serait davantage de savoir pourquoi Oda a dessiné cette scène à ce moment-là. Quel message souhaitait-il passer? Vu que ça concerne le passage de la guerre de 900 ans, toujours d'actualité, j'ai tendance à penser qu'il cherche à mettre en évidence la fameuse erreur qu'aurait fait Lily et qu'Imu semble avoir du mal à digérer. Une erreur qui, je vous rappelle, est à l'origine même de ce chapitre et de toutes les révélations que nous avons depuis des mois, puisque Lily aurait délibérément permis la répartition des poneglyphes partout dans le monde. Poneglyphes que Vegapunk révélait avoir lu en partie dans le dernier chapitre, lui permettant d'en savoir autant sur l'histoire. Voilà concernant Lily, en tout cas si c'est bien elle qui est représentée dans ce portrait. On va quand même rester dans l'esprit d'Alabasta parce que juste après, nous pouvons voir les funérailles du roi Cobra dans le tombeau des rois du pays désertique. Chaque fois que nous venons dans ce lieu, une chose saute aux yeux et ce sont les fresques gravées sur les murs semblant raconter une histoire. Si cette histoire semble moins explicite que celle des fresques d'Ener sur Bilka racontant littéralement un récit, quelques éléments sont tout de même facilement identifiables, comme par exemple ces deux êtres représentant l'aigle et le chien. Plus précisément, Oda a dessiné ici Anubis et Horus qui sont des divinités primordiales de l'Égypte antique et qui ont chacun un rôle bien précis que nous retrouvons à la perfection dans One Piece. Horus, l'aigle, est considéré comme le protecteur des pharaons, Anubis, le chien, est le dieu des embaumements et protecteur des tombes royales. Ces deux divinités sont frères et Oda les a parfaitement représentés sous les traits de Shaka et Pell, que l'on retrouve d'ailleurs tout juste en dessous, chacun portant et incarnant le pouvoir du chacal et de l'aigle, les protecteurs de l'Égypte antique. Quand on sait que les Zoan ont une volonté propre, d'après les mots du Gorosei, j'ai l'intime conviction que leurs Zoan respectifs, de l'aigle et du chacal du coup, sont des pouvoirs hérités parmi les protecteurs du royaume d'Alabasta depuis des siècles et des siècles. Ne soyez pas étonnés si lors du flashback du siècle oublié, on retrouve les deux protecteurs de Lily possédant eux aussi le fruit de chacal et de Pell. Avant de passer à autre chose, je voulais terminer l'histoire d'Anubis et Horus qui sont, comme je vous l'ai dit, des frères ou du moins des demi-frères ayant le même père, Osiris. Et Osiris, c'est pas n'importe qui. C'était un roi mythique de l'Égypte qui était vraiment apprécié et influent. Malheureusement, il fut tué par son frère Seth, animé par la jalousie du succès et de l'amour que le peuple lui portait. Et si l'histoire d'Osiris, roi tué par son frère, avait un lien avec l'histoire de Lily, reine d'Alabasta, nation égyptienne donc, disparue et ayant laissé les rênes du pays à son petit frère, comme l'a révélé Cobra. Si ce frère était la raison pour laquelle le royaume d'Alabasta ne mentionne nulle part et aucunement l'existence de Lily et que seule une lettre que Cobra a héritée est la preuve de sa vie passée. Si c'était lui qui avait trahi ou même tué Lily il y a de ça 800 ans, que la lettre des Nefertari soit en fait un héritage protégé par les gardiens du royaume que sont le faucon et le chacal. Je trouve vraiment ce parallèle intéressant et ça donnerait peut-être un rôle cohérent au frère de Lily qui peut très vite être oublié alors que son rôle sera je pense vraiment important. Mes excuses, je suis un petit peu éparpillé. On va revenir rapidement aux fresques d'Alabasta, dans lesquelles nous pouvons également voir une sorte de soleil avec 3 orbes en dessous. Alors, il faut savoir que, comme dans toutes les mythologies, le soleil a une place centrale dans l'Égypte antique, ok, sauf que dans One Piece aussi, il a une place centrale, et on le sait bien grâce à Luffy et Nika. Du coup, on pourrait simplement traduire cette partie-là de la fresque comme le soleil, Luffy, Nika, Joy Boy, les trois, entourés de 3 sphères, 3 êtres qui sont en fait les armes antiques. Ce qui n'est pas improbable quand on sait que plus loin dans le chapitre, Vegapunk nous révèle que Joy Boy avait prévu de léguer les 3 anciennes armes aux générations futures, le dieu soleil est peut-être bel et bien le fédérateur des armes antiques et le voilà représenté sur la fresque d'Alabasta. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette partie autour d'Imu, Lily et Alabasta en général. On va pouvoir passer désormais à la suite et un petit peu plus parler des armes antiques. Oui, les armes antiques, encore et toujours, ces armes qui ne cessent d'être mentionnées mais dont on ne connaît rien ni de leur utilisation, ni de leur rôle et encore moins de leur identité. Du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque Vegapunk nous confirme enfin une information que l'on attend depuis le chapitre 1060, Lulusia a bien été détruit par une ancienne arme, activée et alimentée par une fraction de son Mother Flame qui a été volée. C'est cette découverte qui lui a permis de comprendre que le monde allait à nouveau être inondé. Depuis quelques chapitres, c'était devenu une évidence. De toute façon, si j'avais réussi à en parler et à le théoriser, ça ne pouvait être que facilement prédictible. Imu a bien utilisé une arme antique qui a bien été utilisée par Mother Flame, c'est cool. On le sait, sauf que le mystère persiste sur son origine. Pluton ou Uranus?
Dans la dernière review, c'était déjà un véritable casse-tête de savoir quelle arme avait été utilisée puisque des arguments et des contre-arguments se présentent pour les deux. Une arme qui peut détruire une île sans laisser de traces, c'est bien censé être Pluton, on est tous d'accord là-dessus. Cependant, si c'est Pluton que Imu possède et utilise en combinaison avec Mother Flame, alors cela signifie qu'il existe deux Plutons dans le monde, celui qu'Imu possède et celui reposant au fin fond de Wano Kuni. Également, Pluton est censé être un bateau. Or, les habitants de Lulusia ont bien distingué une ombre dans le ciel, la destruction venait d'ici, venait des cieux. Donc moi, j'ai aucun problème à ce qu'il s'agisse de cette arme antique, mais il faut alors que Pluton ne soit pas sous Wano en réalité et que ce ne soit pas vraiment un bateau, mais une machine volante. Uranus, de son côté, peut totalement être représenté comme un engin céleste, limite comme un engin venant d'une technologie spatiale extraterrestre, mais nous risquons d'avoir une forme de redondance avec Pluton qui peut lui-même détruire les îles. Que devons-nous alors penser? Je dois avouer ne pas savoir, et les seules choses faisant pencher la balance pour Uranus, à mon humble avis, c'est le concept de l'arme qui vient du ciel et Pluton qui est censé se trouver sous Wano. Je ne sais pas quelle forme aura donc cette arme, cet Uranus, si c'est bien le cas, mais comme je l'ai dit dans la dernière review, si Oda a dû s'inspirer d'une arme mythologique dans la conception de ce qui a détruit Lulusia, ce serait le Brahmastra des mythes hindous. Je vous refais un bref topo, mais le Brahmastra c'est une arme céleste qui génère de terribles éclairs et tonnerres, détruisant tout ce qu'elle touche à travers des colonnes de fumée, des faisceaux d'énergie et de feu. C'est littéralement ce qu'on a pu voir sur Lulusia, et pour aller plus loin, sa forme ultime, se nommant le Brahmashira Astra, est considérée comme la plus destructrice des armes dans les anciens textes indiens, pouvant mettre fin à l'existence des dieux et des démons. Le plus intéressant dans sa description est ceci. Son véritable pouvoir est la capacité de supprimer l'existence d'une personne du passé, du présent et du futur. Une fois tirée, la flèche anéantira immédiatement leur existence, et parce que si quelque chose n'a jamais existé et n'existera jamais, il est impossible d'imaginer cette entité sous quelque facette ou forme que ce soit. En gros, l'utilisation de cette arme est censée annihiler jusqu'à l'existence même de sa victime, comme ce fut le cas avec Lulusia, et les paroles du Gorosei, Lulusia n'a jamais existé. Comme ce fut également le cas pour le siècle oublié, car l'utilisation de cette arme aura éradiqué jusqu'à la moindre parcelle de l'existence de ce siècle, enfin presque. Les poneglyphes, eux, ont survécu. Ah, et oui, au fait, vous savez le Bajrang Gun, là, utilisé par Luffy en Gear 5 face à Kaido, ouais, l'une de ses premières techniques nommées dans cette forme d'ailleurs. Eh bien, Bajrang est l'un des noms du dieu singe hindou Hanuman, qui a mangé le soleil et qui est un vrai héros dans leur littérature. Dans une des guerres principales l'opposant au roi démon Ravana, dans sa cité mythique Lanka, Hanuman a mis le feu à cette cité. Pour l'arrêter, on a dû utiliser sur lui le Brahmastra, ce qui ne l'a pas tué car Hanuman était spécial. Bref, là où je veux en venir, c'est Lanka, la cité incendiée par Hanuman. Elle s'élevait à plusieurs dizaines de kilomètres de haut au sommet d'une montagne. Alors je veux bien que les coïncidences existent et que les références incessantes à la mythologie puissent faire souffler, mais Hanuman, c'est Luffy, voire même Nika en général, et ça c'est Oda qui le sous-entend, c'est pas moi. Lanka, le domaine du roi démon, c'est littéralement la description de Marie-Joise, aujourd'hui au sommet d'un récif montagneux, et le Brahmastra qui a été utilisé pour l'arrêter serait notre arme antique, utilisée par Imu. J'ai vraiment abrégé l'histoire parce que les mythes hindous, je vous assure que ça rigole pas. Entre les noms qui sont très difficiles à assimiler et la longueur des textes, frère, t'as le temps de lire 5 fois One Piece et je rigole même pas. En tout cas, si je dois choisir une arme antique et une mythologie pour l'utilisation de Mother Flame sur Lulusia, alors ça serait Uranus et les mythes hindous avec le Brahmastra et tout ce qui orbite autour de cette arme de destruction capable d'éradiquer l'existence passée, présente ou future. Avant de passer à la suite, j'aimerais tout de même faire un petit détour du côté de Stussy et Edison qui sont toujours en contact car j'ai trouvé la scène magnifique. En effet, Stussy demande la permission à Edison de laisser Kaku partir, nous voulons pas qu'il souffre davantage des éventuels actes du Gorosei. Et là, nous découvrons que derrière ce personnage introduit au départ comme froid et sanguinaire se cache un vrai cœur, une humanité. Le mot humanité a tout son sens ici dans ce chapitre car Stussy est une création de Vegapunk, une création qui n'en reste pas moins dotée de sentiments partagés entre la loyauté de son travail et les liens émotionnels tissés avec les membres de son équipe. Les derniers mots d'Edison la pousseront à trouver une nouvelle façon de continuer à vivre et ça m'a vraiment fait penser à Zoro qui dira à Robin que même si aujourd'hui elle est seule, demain elle trouvera des amis sur qui compter et qui pourront compter sur elle. Stussy a l'air d'être véritablement tourmenté par quelque chose, par un combat intérieur sur ses choix, du cœur ou de la raison. Il semble qu'Edison a pu apaiser sa peine, elle n'en restera toutefois pas sans séquelles. Elle pourra cependant continuer de vivre en sachant, de la part de son créateur, que oui, elle est humaine. Joy Boy a voulu transmettre les 3 armes antiques aux générations futures et le Dendenmushi que recherchent tant les doyens permettant la diffusion du message se trouve en réalité gardé par le robot géant de fer. Voilà.
On pose toutes les infos là, maintenant on va pouvoir les analyser. On va commencer avec l'émetteur qui est quasiment officiellement trouvé par les doyens. En tout cas, c'est York qui aura comme théorie que c'est le géant de fer qui le garde dans le Fabirio Phase. C'est le premier endroit où s'est retrouvé le groupe de Luffy avec Bonnie au tout début de l'arc et c'est donc ici qu'il a rencontré le géant de fer. L'ultime question est où se trouve précisément l'émetteur? Se trouve-t-il quelque part dans le Fabirio Phase, proche du géant de fer, raison pour laquelle il reste dans cette zone, ou se trouve-t-il littéralement dans le géant de fer comme je vous l'ai mentionné dans la dernière review? Enfin, je l'ai mentionné mais ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous ai juste cité une théorie de Nina que j'avais beaucoup aimé sur la potentielle localisation de l'émetteur qui serait dans le géant de fer. En gros, même si sa localisation se précise, il y a encore un peu un flou, ce qui est désormais certain, c'est que le Gorosei va rencontrer le robot et tout faire pour le détruire, et qu'ils vont sans doute réussir à le faire sans grande difficulté. Et Joy Boy alors, comment ça le garçon joyeux a voulu léguer à la génération future 3 armes pouvant détruire le monde, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, pour ce passage bien précis, je peux me contenter de seulement paraphraser ma grosse théorie sur Im et l'arme anti-Uranus datant de 2022, car c'est très proche de ce qui se passe aujourd'hui, je vous laisse en juger. Les 3 armes antiques seront bientôt prêtes à livrer une nouvelle bataille terrifiante comme il y a 8 siècles pour détruire le monde actuel et Luffy devra apporter un équilibre. Le rôle de Joy Boy, en plus de libérer les esclaves, sera de mener les armes antiques vers la paix, c'est ce qui a toujours été sous-entendu lorsqu'Oda mentionne ses puissances anciennes. Si Pluton est utilisé avec de mauvaises intentions, alors le monde sera en danger. Si Poséidon est utilisé avec de mauvaises intentions, il sera également en danger. Pourquoi ça serait différent avec Uranus? Chacun des antagonistes de One Piece ont révélé avoir un passé triste, douloureux, les ayant fait sombrer dans la folie et le mal. Shirahoshi a eu la chance d'être sauvé par Luffy et guidé par lui sur la bonne voie, mais si cela n'avait pas été le cas pour Im dans sa jeunesse, si pour une raison ou une autre, elle s'est mise à détester l'ancien royaume et voulut asservir le monde sous son pouvoir, car elle fut autrefois une victime, un dommage collatéral. Après avoir éveillé les pouvoirs d'Uranus ou y avoir mis la main dessus, Im aurait voulu se venger du monde en commençant par l'ancien royaume. Aujourd'hui, dans la période actuelle de One Piece, les choses commence à changer, le trésor ultime, la véritable histoire du siècle oublié, tout sera bientôt révélé au reste du monde. Im, malgré son statut de grand méchant à la tête du gouvernement mondial, finira-t-elle par abandonner cette quête de pouvoir? Et si pour révéler et dévoiler la nature du One Piece au monde entier, les 3 armes antiques devaient s'allier et travailler ensemble? C'est grâce à toutes les armes antiques que le One Piece pourra véritablement être découvert. À l'époque de Roger, elles n'étaient pas toutes réveillées, en particulier Shirahoshi qui allait naître 10 ans plus tard. Ce n'était que le Joy Boy du futur, Luffy, naissant au bon moment, qui pourrait la guider et mener à bien la mission de Roger. Une preuve supplémentaire avec Oden qui voulait que les frontières de Wano Kuni soient ouvertes quand Joy Boy apparaîtrait. Et Wano Kuni cache justement l'arme antique Pluton. Roger a découvert que les 3 armes antiques étaient nécessaires et connaissait leur emplacement. Poséidon allait vivre en Shirahoshi en étant guidé par Luffy, Pluton allait être révélé par Oden et ses fourreaux après l'ouverture de Wano Kuni et devait être également guidé par Luffy. Uranus quant à elle attend son heure patiemment au sommet du monde, se positionnant comme le mal ultime qui fera pourtant partie du plan final pour le One Piece. L'une des représentations les plus mystérieuses des mythes sumériens mettait en scène 3 dieux dont Anu, le dieu du ciel, sur une barque accompagné du dieu bateau, un 4e dieu au corps flamboyant et qui possédait les traits d'un dieu solaire. À mon sens, il s'agirait de la représentation finale que nous aurons de Luffy et des autres armes antiques. Luffy, le dieu solaire, aux côtés des 3 autres armes antiques, également considérées comme des divinités. Et ensemble, ils combineraient tous les pouvoirs de toutes les armes antiques pour lever l'aube sur le monde. C'est à ce moment-là que se concluait ma vidéo. Aujourd'hui, nous apprenons donc que Joy Boy est bel et bien destiné à guider d'une certaine manière ses armes antiques. Le tout est de savoir si Imu est une arme antique ou si elle en possède une, ce qui est donc totalement différent. Mais en tout cas, une chose est sûre, Luffy devra les guider vers la bonne voie, les utiliser à bon escient pour ne pas mener le monde à sa destruction. Pourtant, la destruction sera une phase inévitable dans la reconstruction d'un monde sain, expier des malheurs causés par les Tenryubito. Et je pense que c'est ce qu'a découvert Roger sur l'Aftel quand Oden disait tout savoir des armes antiques. Oui, ils savent tout, leur emplacement mais aussi leur rôle. Ces armes étaient autrefois, il y a plusieurs siècles, voire millénaires peut-être, les gardiens protecteurs de l'ancien royaume qui se sont retrouvés entre de mauvaises mains ou corrompus, poussant ce royaume à la destruction. Et oui, l'équipage du roi des pirates sait tout mais ne dit rien. Cette nouvelle révélation va faire l'effet d'une bombe au sein du monde de One Piece car personne, à part les Mugiwara, ne savait que Roger et son équipage avaient découvert la vérité. La quête pour le One Piece va à nouveau prendre un tournant chez qui désire conquérir le monde, car en plus de devenir roi des pirates,
aller dans les traces de Roger signifie avoir conscience et possibilité d'exploiter les armes antiques capables de renverser les mers. Vegapunk se demande pourquoi le crew du roi des pirates n'a rien fait, pourquoi l'histoire qu'ils ont découverte n'a mérité aucune action de leur part. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'ils ont déjà fait bien assez, que ce soit Oden avec Wano Kuni créant la rébellion qui permettra de vaincre Kaido 20 ans plus tard et d'éveiller Nika, le dieu du soleil, ou même Shanks qui apportera le Gomu Gomu no Mi à son nouveau destinataire après 800 années d'errance. L'équipage de Roger ne pouvait rien faire de plus car ils sont arrivés trop tôt. Car même s'ils savaient tout maintenant, ça ne changerait rien. Tout est une question de timing dans One Piece et ce timing se fait à travers la réapparition de Joy Boy certes, mais aussi et surtout dans la réapparition des armes antiques. 8 siècles se sont écoulés, Joy Boy est revenu. Le monde en sait plus sur leur histoire que jamais et les armes antiques se sont réveillées. Voilà pourquoi l'équipage du roi des pirates n'a rien dit, car la vie a suivi le chemin qu'elle devait prendre et le destin a parfaitement rempli son rôle. Tout se passe exactement comme Roger le désirait, comme Roger l'avait prévu. Mais ça malheureusement, Vegapunk ne peut pas le savoir. J'ai la sensation aujourd'hui que son message touche à sa fin. Il a parlé de Joy Boy, premier pirate, il a parlé du siècle oublié, il a parlé des armes antiques et maintenant de Roger. Il avait une chronologie dans son discours qui semble toucher à sa fin. En tout cas, le gros des révélations nous semble être fait. La seule qui manque et que je redoute un peu, c'est le nom de l'ancien royaume. Ohara le savait, alors il le sait aussi. Et c'est là que le Gorosei va passer à l'action pour stopper l'émission, comme ils l'ont fait pour Clover à l'époque. Globalement, c'était un très bon chapitre, bien que très court. Ça nous laisse digérer tout ce que nous avons eu à lire récemment, c'est pas plus mal. La vidéo ne se termine pas tout de suite car comme d'habitude je vais sélectionner vos commentaires sur YouTube et Twitter pour y répondre dans ce nouveau courrier de Goji. Par contre avant ça je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu ainsi qu'à vous abonner. Merci beaucoup les bros et désolé pour ce nouveau rappel. Alors qu'avez-vous pensé du chapitre? Quelles sont les questions qui trottent dans votre esprit? On va voir ça dès maintenant. Salut Goji, on a déjà vu un ovni dans One Piece. Lorsque Capone Bege arrive dans le Nouveau Monde, ça ne serait pas cette arme qui a servi à détruire Lulusia. Chapitre 594, effectivement, Capone se fait aspirer, capturé par une sphère assez étrange. Malheureusement, ce n'est pas un ovni, c'est même simplement une île qui a juste une gravité différente des autres. Enfin, ça c'est ce qu'il me semblait avoir lu quelque part dans les déclarations d'Oda, mais j'arrive pas à retrouver la référence. En tout cas, en ayant cette idée en tête, si vous la retrouvez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, vous remarquerez que ce n'est pas des réacteurs ou des turbines que l'on peut noter en bas de la sphère, mais simplement des îlots qui auraient été aspirés par la gravité de l'île principale. Donc non, je pense vraiment pas que ce soit un ovni et encore moins l'arme ayant servi à détruire Lulusia. Salut, on peut interpréter de deux façons les paroles d'Akainu. Penses-tu qu'il est au courant pour le siècle oublié ou bien il est justement surpris et en colère que le gouvernement mondial cache autant de choses? Je penche plus pour la seconde option et dans ce cas, quel sera le rôle de la marine? Yo mon bro, alors moi je dois avouer que j'avais un peu la sensation qu'il savait beaucoup plus de choses qu'on ne le pensait. J'irai pas jusqu'à dire qu'il savait tout de ce que Vegapunk a annoncé, mais au moins l'existence d'un siècle oublié et d'un tabou du gouvernement mondial. Je pense pas qu'il soit en colère ou surpris en particulier, juste qu'il réalise que ça y est, c'est le moment où la face sombre du gouvernement est en partie révélée, ce qui va devenir davantage plus compliqué pour lui à gérer, notamment à travers les révolutions qui vont se multiplier dans le monde. Et pour le rôle de la marine, bah ça dépend, vous me posez beaucoup cette question, mais la marine n'est pas vraiment qu'une seule entité pensant et réagissant d'une façon unique. Tous les marines ne réagiront pas de la même manière, et même plus simplement, avec un peu de recul, qu'est-ce que la marine a à dire pour l'instant? Pour ceux qui ne savent rien, Vegapunk n'a pas forcément ciblé d'ennemis ou de méchants à abattre. Au contraire, c'est vraiment que les pirates qui peuvent avoir envie de se rebeller encore plus avec les révélations que Roger, en allant sur la dernière île, a tout découvert de l'histoire et des armes antiques. Donc pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, la marine ne changerait pas beaucoup. C'est plus tard dans la guerre finale qu'on a plus de chances d'avoir des changements de camp quand les vrais ennemis se révéleront. Salut, pour toi le robot pourrait-il toucher les doyens? Yo mon bro, bah j'en suis pas vraiment sûr, mais oui, c'est ce que j'avais dit dans l'une de mes précédentes reviews, je crois, que peut-être le robot est le seul à pouvoir infliger des dégâts particuliers aux doyens. Après, même si c'est le cas, il n'en vaincra sûrement aucun, hein, mais ils vont bien finir par avoir une faiblesse qui sera découverte, c'est évident, ils sont bien trop forts pour l'instant. Au final, c'est surtout la résistance du robot qui m'intéresse, et si lui était insensible aux attaques du doyen, et qu'il faille vraiment utiliser un pouvoir spécial pour le vaincre ou même le transpercer, parce qu'en vrai, depuis 800 ans, il s'en est quand même bien sorti niveau état général. À part la lance qui le transperce bien sûr, il a l'air de bien fonctionner en général, donc ça se trouve il est quasi invulnérable. Alors oui d'ailleurs, attendez, vu qu'on parle du robot là, ça fait des mois que je veux vous dire ça. Dans l'anime, il est montré avec une lance attaquant marégeoise, sauf que cette lance là, elle n'est pas anodine et ressemble trait pour trait aux lances des gardes d'Alabasta. Faites ce que vous voulez de l'info, mais je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont pris la décision de lui donner une lance si semblable à celle d'un royaume qui est tant au centre des histoires et des théories que récemment
Eh bien écoutez les bros, nous arrivons à la fin de cette review. Merci de vos questions, merci de l'avoir regardé, merci d'être resté là jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé vraiment un bon moment en ma compagnie. Pas de review la semaine prochaine, donc parce qu'il y a une pause, mais ce soir je vous rappelle de me rejoindre sur Twitch aux alentours des 20 h pour à la fois parler du chapitre et ouvrir 12 displays, une box entière de cartes OP08, la nouvelle extension, mettant à l'honneur le bras droit du Seigneur des Pirates, en plus ça tombe bien. Je vous remercie, je compte sur vous et je vous dis donc à tout à l'heure pour ce live. Peace les bros, prenez bien soin de vous et de vos proches.